Tribune Bonécha pour toutes vos opinions. Bonjour et bienvenue dans l'émission Tribune Bonécha. Le thème d'aujourd'hui, la gouvernance. En d'autres termes, la manière dont le pouvoir est exercé et dont les décisions sont prises et appliquées. Où en sommes-nous au Burundi? C'est important de nous évaluer. Nous avons 4 invités ici autour de la table. Nestor Girukushaka, il est président du parti CNL. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci beaucoup, vous êtes le bienvenu à l'émission Tribune Bonécha. Kefa Nibizi, vous êtes président du parti Codebu. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Jean Bosco Ndereimana, il est représentant légal de l'association Abba. Bonjour, merci, vous êtes le bienvenu dans l'émission Tribune Bonécha. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'invitation. Je salue mes amis ici, mes confrères, que nous partageons cette table ronde. Merci beaucoup, vous êtes le bienvenu. Désiré Ndaïchimie, coordonnateur des activités à Parsem, il avait accepté de participer dans l'émission Tribune Bonécha. Il n'est pas encore là, il va peut-être nous rejoindre au cours de l'émission Tribune Bonécha. Il sera le bienvenu lui aussi. Réalisation Christine Kamikazi, mise en onde de Jean-Baptiste Hatungimana. Léon Massengo, je suis ravi d'être avec vous. Bienvenue. Voilà, c'est l'émission Tribune Bonécha. Nous parlons de la gouvernance. Ce concept important, mais qui gêne des fois, c'est le processus de prise de décision et de gestion des affaires publiques ou privées, impliquant bien sûr plusieurs acteurs. C'est l'État, ce sont les entreprises, c'est la société civile, ce sont les citoyens. Les éléments de la gouvernance. Voilà les éléments importants, les éléments clés de la gouvernance. Il s'agit de la transparence, accès clair à l'information. Il s'agit de la responsabilité, rendre compte de ses actions. Il s'agit de la participation, implication des acteurs concernés. Il s'agit de l'efficacité, atteindre les objectifs, état de droit, respect des lois et des règles. On parle bien sûr de bonne gouvernance pour désigner la gouvernance qui respecte les principes démocratiques et éthiques. Nous allons faire le tour de tous ces éléments clés de la gouvernance. Et pour commencer, nous parlons de la transparence. La transparence, mon Dieu, où en sommes-nous dans le pays? Monsieur Kefani Bizi. Merci beaucoup. D'abord, quand il faut définir la bonne gouvernance, ce qui est bon signifie une certaine interaction entre différents acteurs que tu as déjà cités. Oui. Parce qu'un seul acteur ne pourrait pas définir seul ce qui est bon. C'est là où je parle de participation, oui, implication des acteurs concernés. Donc, ça veut dire qu'il doit y avoir une certaine concertation. Oui, oui. Alors, quand vous parlez aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes pour la transparence, je dois vous dire que aussi longtemps que les structures étatiques sont telles qu'elles sont maintenant, on n'aura jamais de la bonne gouvernance dans l'ensemble, mais aussi de cette transparence que vous évoquez. Pourquoi ça? On est transparent si, du moins, vous avez peur de la justice. Qu'à un certain moment, si vous avez mal travaillé, vous pouvez être sanctionné. Maintenant, les gestionnaires des affaires publiques, en tout cas, au moins dans les faits, ils sont au-dessus de la justice. La justice n'ose pas toucher les grands gestionnaires de ce pays d'une façon ou d'une autre.
Mais aussi, vous faites mieux lorsque vous avez peur de ce qu'on appelle l'épée de Damoclès. Vous croyez qu'un jour, le peuple, à travers le vote, peut vous juger. Il n'y a plus de transparence électorale. Donc, que vous pouvez tuer, vous pouvez voler et faire n'importe quoi. Vous participez aux élections, vous proclamez que vous avez 100%, vous n'êtes pas inquiété. Alors, comment pensez-vous à cette transparence? En d'autres termes, en tout cas, c'est bon de parler de bonne gouvernance parce que ce sont des concepts qui ont été amenés dans une logique, je dirais, de cotation de la gouvernance par les institutions internationales. Mais dans les faits, ici chez nous, il n'y en a pas du tout. Il n'y en a pas. Voilà. Mm-hmm. Oui, peut-être vous avez raison, M. Kefa. Peut-être vous pensez à la gouvernance démocratique et libérale, parce qu'il y a de cela la gouvernance démocratique et libérale qui prévoit la séparation des pouvoirs, séparer l'exécutif du législatif et du judiciaire. Peut-être vous avez raison, on va y arriver. Nous allons parler des élections libres et régulières, du respect des droits humains. Nous allons donner la parole à M. Nestor Girukushaka. Il est président du parti CNL. Nous parlons de la gouvernance et pour commencer, nous avons parlé de la transparence. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de la transparence, du niveau de transparence au Burundi? Merci beaucoup pour la question. Je crois que cette question est très épineuse. Très épineuse, pourquoi? Parce que c'est la base même du fondement de tout ce qu'une société peut faire. Si une société n'est pas transparente, comment voulez-vous que cette société évolue vers le développement? Si une société n'est pas transparente, comment voulez-vous qu'elle organise des élections crédibles, équitables, inclusives, régulières, etc. Si une société n'est pas transparente, comment voulez-vous que cette société mette en place des institutions qui peuvent répondre aux besoins de la population, alors que ce qui est planifié n'est pas transparent, alors que ce qui est planifié n'est pas basé sur ce dont la population a besoin, alors que ce qui est planifié ne répond pas aux attentes de la population. Si, je reprends ce que vient de dire mon collègue, mon ami Kefa, les élections qui sont biaisées ou qui sont truquées ou truffées de fraude, ces élections-là, elles aboutissent à des institutions qui ne répondent pas aux aspirations de la population. Si on ne répond pas aux aspirations de la population, il est difficile de penser que la manière dont les institutions seront mises en place va être transparente. Il est difficile de penser que ces institutions qui seront mises en place vont répondre à ces attentes de la population. Qu'on passe à la démocratie libérale ou autre, pour moi, la transparence, ça reste un principe clé dans la gouvernance, et toute société qui veut aspirer à un développement, qui veut aspirer à une certaine démocratisation, qui veut aspirer à une satisfaction des besoins de la population, elle doit d'abord commencer par établir des bases solides pour que tout soit organisé dans la transparence. Merci Nestor. Alors, quand on parle de transparence, en principe, on pense à l'accès clair à l'information. Alors, est-ce qu'au Burundi, l'accès n'est pas clair? L'accès à l'information, ce n'est pas clair. L'accès à l'information, oui, je pense pour moi, c'est un concept qui est bon et qui est aussi parmi les concepts qui définissent la transparence, mais l'accès à l'information, ce n'est pas seulement ça qui définit la transparence, parce que vous pouvez accéder à l'information, mais l'information peut être accédée de manière superficielle. Et si vous accédez à l'information de manière superficielle, vous n'allez pas suivre tout le cheminement du sujet. Comment se présentent les choses aujourd'hui? Parce que quand on parle de l'accès clair à l'information, c'est dire en fait qu'on peut penser à la liberté de la presse, on peut penser à la liberté d'expression. Comment se présente la situation d'après vous? Je pense que si quelque part il y a un thème qui est débattu, il est vrai que ce thème est diffusé, ça c'est vrai.
C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle nous sommes ici. Mais ce dont nous allons débattre, ça ne veut pas dire que, disons, au Burundi, la transparence est établie 100%. S'il y avait la transparence 100%, par exemple, au Burundi, mis à part la communication, même en mettant ensemble aussi la communication, en considérant la communication, je pense que tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir vous prononcer sur tel ou tel autre thème n'est pas... Est-ce que vous n'accédez pas à l'information comme vous le souhaitez? Moi, je ne pense pas que j'accède à toute l'information que je veux. Non, je ne pense pas que c'est 100%. Il y a des informations qui vous échappent? De quel type? Si par exemple, on organise un chantier quelque part et qu'on ne me dit pas clairement ce chantier a été planifié pour autant. Et aujourd'hui, nous sommes à autant. Et si je vais là que le chantier est bloqué, je pose la question pourquoi ce chantier est bloqué. Je n'ai pas de réponse. Est-ce que j'ai accès à l'information? Vous voulez dire que vous n'accédez pas aux informations financières, par exemple? Ça peut être de tout calibre. Ça peut être financier, ça peut être technique, ça peut être... Moi, je peux prendre tous les domaines. D'accord, Nestor. Alors, on retourne chez Kefa Nibizi. Je dis, vous êtes président du parti Codebo. Et quand on parle de transparence, on pense à l'accès clair à l'information. Est-ce que vous accédez, comme vous le souhaitez, à l'information? Bon, d'abord, l'accès à l'information doit être organisé et structuré pour dire que financièrement, on a accès à l'information. Je vous donne par exemple, vous savez, les affaires de l'État qui impliquent plusieurs fois, je donne des exemples que vous parlez souvent à la radio, la gestion à la famille, la gestion de construction des zones qu'on raconte. Est-ce que ni cette fuite à travers le ministère des Finances, est-ce que la population, y compris même ceux qui sont censés être nantis, étaient informés de tous ces chevauchements-là qui se passent là-bas? Je ne crois pas. Bon, je donne un exemple. Par exemple, au niveau des communes, si, dis-moi, la loi n'a pas changé, on avait prévu qu'au moins une fois les 6 mois, et on devrait organiser un débat public où l'administrateur et conseillers communaux informent le public des réalisations des communes. C'est une façon d'accès à l'information. Cela ne se fait jamais. Ici, chez nous, si j'en crois à la note circulaire que j'ai vue sur les réseaux sociaux, mais au niveau du Parlement, on a un peu restructuré les médias qui peuvent pénétrer et des fois la diffusion en direct, on ne le fait plus. Moi, je ne connais pas en réalité quels sont les canaux d'information pour que le peuple lambda puisse savoir ce qui est en train de se faire dans différents domaines de l'État. On travaille dans un vase clos où le citoyen est invité à payer les impôts, mais la façon dont ces impôts et taxes sont gérés, ça se trouve toujours cantonné dans un cercle limité. On ne connaît pas ce qui a été bien ou mal fait. Il n'y a pas cette information. C'est même le point saillant qui montre qu'il n'y a pas de transparence. C'est comme quoi on a donné le monde à Dieu, on ne va pas encore regarder ce que Dieu est en train de faire avec ce monde. Donc il n'y a pas d'accès à l'information du monde. Il y a quand même quelque chose de positif. Il y a des ministres qui sont invités, convoqués à l'Assemblée nationale, par exemple. Vous venez de le dire, dernièrement, le ministre des Finances qui a été invité à s'exprimer devant les députés, devant les représentants du peuple. C'est quand même quelque chose de positif. Bon, je vous ai dit que dans certains cas, on ne fait plus la retransmission en direct des séances de l'Assemblée nationale. Nous avons eu la chance parce que les médias étaient là, on relayait l'information, et au cas contraire, on n'allait pas savoir ce qui se passe. En tout cas, bon, je pense même que ça doit ne pas être uniquement le problème des dirigeants. Est-ce qu'au moins la population a soif de chercher cette information? Est-ce qu'elle pense qu'elle en a besoin? Mais aussi, s'il en a besoin, il va en servir quoi? Parce que même ces informations qui ont fuité jusqu'à maintenant, elles servent à quoi? L'un dit qu'il y a des choses mal faites, l'autre
dit que c'est tout à fait bon. Des contradictions, c'est dans le même gouvernement, entre le ministère des Finances, le ministère de l'Agriculture, le parti au pouvoir, des langages différents, et des fois on se demande qu'est-ce qu'il faut prendre dans ces histoires-là. Voilà. D'accord. Il y a aussi le travail des médias, bien sûr. Est-ce que les médias travaillent convenablement? Est-ce que les médias répondent à votre besoin? Je pense que je veux y arriver. Oui. Pour terminer sur cette question, il faudra qu'on revienne sur le journalisme d'investigation, sur certains dossiers sensibles. Est-ce que ça sera possible? Point d'interrogation. D'accord, Nestor, vous voulez aussi réagir? Il vient de le dire, il faut revenir sur le journalisme d'investigation. Je pense que c'est très important. Mais pour moi, je pense qu'au niveau du journalisme, vous faites le maximum de vous-même. Ce dont vous êtes capable, vous le faites. Mais la question, c'est cet accès. C'est cet accès à l'information qui reste toujours un problème saillant. Imaginez-vous, par exemple, la déviation de la route RN1 qui va qui passe par Tenga. Ou bien au niveau de Gikoma. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, comme journaliste, vous savez pourquoi cette déviation jusqu'à présent a pris beaucoup de jours? Jusqu'à présent n'est pas encore effective. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, vous allez à ce quartier, on a dit qu'on va construire des maisons, des villas que les populations vont prendre en location. Ils ont payé leur contribution pour la viabilisation de ce quartier. Est-ce qu'aujourd'hui, ça fait 10 ans? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que vous, comme une radio, comme des journalistes, disons, très professionnels, vous avez l'information, vous savez les raisons qui sont derrière ça? En quoi est-ce que ça vous inquiète? C'est inquiétant, c'est l'argent de la population. C'est inquiétant, c'est l'argent de l'État, c'est l'argent de l'État, c'est l'argent de la population. Vous pensez que l'argent pourrait servir à autre chose? Mais on a besoin de cette information-là. On a besoin de savoir. Oui, pour pouvoir, disons, évaluer, dire, OK, le patrimoine du pays, ou bien les fonds de l'État, ou bien même les contributions de la population sont bien utilisées. Si la population contribue pour quelque chose dans 5 ans, dans 10 ans, et qui ne voit pas le résultat, ils s'inquiètent. Le marché central qui est octroyé à un collectif de banques qui sont capables, des banques commerciales qui sont capables de le reconstruire. Le marché échangé, il est octroyé à un particulier. Et maintenant, on ne voit rien qui évolue. Est-ce qu'on n'a pas besoin de savoir pour un bien aussi important comme le marché central? Je pense que cette transparence, c'est vraiment très crucial. Merci beaucoup. Jean Bosco va penser qu'on l'a oublié, on ne l'a pas oublié. On lui donne la parole. Jean Bosco, nous parlons de la gouvernance et nous sommes sur l'élément de transparence. Jean Bosco, qu'est-ce que vous en pensez? Et la transparence au Burundi? D'abord, la gouvernance, c'est d'abord les règles ou les pratiques de fonctionnement d'une organisation. D'un État ou de la société. Et pour ce qui est de la transparence, nous entendons là la bonne gestion de la chose publique. Mettre au clair la gestion de la chose publique. Parce que ce sont les recettes, les impôts et taxes de la population, comme on vient de le dire. Un leadership vraiment qui dirige pour le peuple. C'est tout. Qu'il y ait, si nous parlons de la transparence, là nous voyons aussi la discipline dans l'utilisation du bien commun pour le peuple, la discipline des institutions dans la gestion du pays. La discipline budgétaire également. Voir que ceux qui sont au pouvoir ou bien qui gèrent la chose publique travaillent pour le développement d'un pays, du pays, de l'organisation. L'organisation, ici, nous parlons l'État, le gouvernement, nous parlons la nation, pour qu'on puisse développer le pays, mais pas qu'on ne veuille pas s'auto-développer comme on le voit. Et ce qui est, si vous parlez aussi de la communication, vraiment la communication dans les institutions, elle est faible, malgré les appels que son Excellence, Monsieur le Président de la République, il interpelle les institutions, les services de l'État à communiquer. Mais nous voyons que vraiment la communication dans les institutions elle reste
très faible. D'accord, voilà ce qui nous conduit à parler de la responsabilité, c'est-à-dire de rendre compte de ses actions. Est-ce que les autorités, ceux qui sont chargés de gérer les biens publics, rendent compte réellement de leurs actions, la responsabilité? Monsieur Nestor, oui? Oui, la responsabilité, c'est un principe, je dirais, sacré pour la bonne gouvernance. Parce que si une institution ou une autorité quelque part n'est pas responsable de tout ce qu'il fait, il est difficile que ce qu'il va réaliser va répondre aux aspirations de la population, aux besoins de la population. Qui dit responsabilité veut dire on fait quelque chose, on est sûr que demain ou après-demain, on rendra compte. Si vous avez échoué, vous allez expliquer clairement pourquoi vous avez échoué. Si vous avez réussi, là aussi, vous allez expliquer les facteurs de la réussite pour que les autres puissent en prendre comme exemple. Mais aujourd'hui, vous allez trouver qu'il y a des institutions, il y a des sociétés qui ne prennent pas toute la responsabilité qui leur, normalement, devait être de mise. Et aujourd'hui, s'il y a faillite, par exemple, ils vont chercher à trouver des alibis pour justifier pourquoi il y a eu un manquement, alors qu'ils devaient prendre cette responsabilité dès le début, dès la prise de fonction, quitte à ce qu'à la fin, ils puissent répondre clairement et expliquer ce qui est arrivé en cours de l'exercice des fonctions. Je me dis que pour la responsabilité, nous devons prendre cela comme un guide quotidien dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous planifions et dans tout ce que nous comptons faire, de manière à ce que lorsqu'il nous reviendra de répondre de ce que nous avons fait, nous ne serons pas surpris. Nous n'allons pas chercher des alibis. Plutôt, nous allons rendre compte des faits exacts qui ont manqué aux résultats, qui ont conduit aux résultats auxquels on fait face. Alors, est-ce qu'il y a cet exercice de rendre compte? Aujourd'hui, vous parliez des chefs de zone qui n'organisent pas des réunions convenablement. Est-ce qu'il y a cet exercice de rendre compte, cet esprit de rendre compte de ce qu'on est en train de faire? Bon, dans un certain angle, oui, parce que nous constatons souvent que dans chaque ministère, à la fin de chaque semestre, à la fin de chaque année, les ministères organisent une certaine communication pour communiquer les réalisations, ce qu'ils ont fait par rapport aux prévisions qu'ils avaient effectuées, mais aussi le Premier ministre rencontre auprès du Parlement à la fin de chaque semestre, à la fin de chaque année pour dire voilà, qu'est-ce que le gouvernement a fait, ceci et cela. Mais dans plusieurs cas, ce sont des informations non vérifiables. Parce que quand on communique à travers un point de presse, mais on ne donne pas effectivement toutes les canons de vérification. On dit nous avons fait ceci, et ça a été fait ou ça n'a pas été fait. Et bon, il y a quand même un peu de confusion. Mais ce qui est patent, c'est qu'effectivement, il y a des choses qui ne sont pas communiquées. Je vous donne un exemple. Nous avons, par exemple, au niveau des infrastructures, il a cité la route qui devrait faire la RN1. Mais là, la fois passée, j'ai appris que le ministre des Finances disait, voilà, cette route a été finalement abandonnée. Si j'ai bien capté l'information, il dit, cette route a été abandonnée. Il y a, par exemple, la route, le tronçon Gitaz-Rumonge, qui avait été déjà en exécution, mais les informations fiables disaient que le contrat était rompu, on reprend les activités, ça n'a pas été communiqué. Donc il y a des choses très importantes qu'on ne communique pas. Il y a le bâtiment là qui devrait abriter l'OBR, qui semble être abandonné jusqu'à maintenant dans les oubliettes.
qu'est-ce qui s'est fait? Il n'y a pas de communication réelle à ce propos. Donc, le niveau de communication sur la forme et sur le fond reste insuffisant, mais quand même, il y a quelques réalisations. Oui. Alors, on retourne chez Jean Bosco. Quand on parle de responsabilité, qu'est-ce que vous pensez au niveau de la gouvernance? On parle de responsabilité et il y en a qui parlent de redevabilité. Qu'est-ce que vous comprenez? Normalement, quand on vous confie des tâches, ou bien on vous donne des responsabilités dans le gouvernement ou dans les institutions, vous devriez rendre compte de ce que vous avez fait. Mais, Excellence, Monsieur le Président de la République, il n'a pas de gens qui lui soutiennent. On peut même le voir. Si on dit que, par exemple, au niveau de FOMI, par exemple, qu'on dit qu'il y a eu des fuites de milliards et que cette somme, ou bien que l'État a confié la gestion au ministère de l'Agriculture. Alors, où en est la responsabilité pour qu'on parle de la fuite de cette somme? Est-ce que c'est la FOMI ou bien ce sont ceux qui devaient suivre l'utilisation des fonds alloués à la FOMI? Voilà. Heureusement qu'aujourd'hui, on a instauré un système de budget programme. Peut-être que ça va diminuer parce qu'on va donner l'argent pour un programme à donner et qu'on va évaluer l'utilisation de cette somme. Sinon, on ne va pas construire ces routes qu'on parle ici avec cette malversation. Et on ne va pas construire des centres de santé, des hôpitaux, alors qu'il n'y a pas de responsable. Qui dit responsabilité dit aussi des personnalités responsables qui savent que même si on me confie aussi cette tâche, je dois en rendre compte et montrer comment j'ai travaillé pour que je sois qu'il y ait la transparence. Oui, Nestor veut réagir aussi par rapport à... Je voudrais ajouter quelque chose. On parle de responsabilité, oui, mais qui dit responsabilité dit aussi une planification efficace. Qui dit planification efficace veut aussi dire développer une responsabilité pour éviter de tomber dans l'erreur. Et qui dit éviter de tomber dans l'erreur, on doit penser à bien planifier, accepter de s'auto-évaluer, accepter d'adjoindre l'audit, accepter les suivis-évaluations, accepter qu'il y ait des recommandations et de mettre en œuvre ou de mettre en application les évaluations ou les recommandations qui sont issues de ces audits et de ces évaluations pour alors répondre de cette responsabilité. On a déjà bien planifié, on a bien fait des études, alors on connaît l'objectif, on connaît où on doit arriver. À la fin, on ne va pas, s'alarmer, dire, OK, ça, je vais trouver une justification. Alors que vous étiez bien planifié, alors que vous aviez tous les éléments qui vous permettent d'arriver au but. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est fait maintenant, aujourd'hui? Vous parlez des principes, vous parlez de ce qui devrait se faire. Je pense qu'est-ce qui est fait aujourd'hui? Quelle est la réalité? Je pense qu'il manque quelque part. Il manque quelque part une planification efficace. Il manque quelque part des études préalables pour vous assurer que tout ce qu'on planifie est réalisable et que tout ce qu'on fait va aboutir au résultat. Et je vais vous donner un exemple. Vous prenez le système éducatif aujourd'hui. L'éducation aujourd'hui, il tombe en dérèglement complet. Aujourd'hui, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui a terminé, l'université. Il va vous demander de lui rédiger une lettre. Moi, je connais des cas. Je passais quelque part dans une banque, j'ai trouvé quelqu'un, et puis je lui demandais si tout va. Il me dit ça va, mais on m'a dit que j'ai triché à l'université. J'ai dit, mais si tu as triché, il faut présenter une lettre au jury. Il m'a dit, mais est-ce que tu peux m'aider à rédiger cette lettre?
Ça, c'est quelqu'un qui a terminé l'université. Et ça, le système éducatif d'aujourd'hui, il a besoin d'être bien planifié, bien pensé pour produire le produit que nous escomptons. Les routes dont nous parlons, s'il y avait une bonne planification, on éviterait de dépenser l'argent de l'État pour un projet qui ne va pas prendre fin. On éviterait de dire nous allons construire un quartier avec des villas et à la fin on se retrouve dans l'incapacité parce qu'il n'y a pas eu une planification efficace, il n'y a pas eu des études préalables. Ça nous manque criarment. Et on ne va pas dire que nous allons être responsables si ce dont nous sommes acculés ou appelés à faire n'a pas été clairement planifié. Qu'il faut la responsabilité, vous comprenez, et que il est important de rendre compte des actions qu'on pose quand on est responsable. Pour être sincère avec vous, j'ai risqué d'avoir des difficultés avec cette émission parce que on est en train de travailler sur des thématiques en l'air, mais délicate. Au fond, parce que il y a un problème sérieux. Quand on parle de ça, on parle de la chose publique. Et la gestion de la chose publique est effectuée par les gestionnaires. Alors, ici, dans ce pays, nous faisons de très bonnes lois, de bonnes stratégies, de grandes visions. Mais au fond, ce sont des trompe-l'œil. On n'y croit pas au fait. Parce que si vous regardez, presque tous ont échoué. On peut citer toute une liste de planification qui ont terminé en échec. Ça veut dire quoi? Il y a un manque de volonté criant au sein des autorités publiques d'appliquer tous ces concepts-là que vous avez évoqués. Il y a même un problème structurel du pouvoir que j'ai déjà évoqué, qui fait que ces histoires de responsabilité, de transparence et d'autres concepts que vous allez amener, vous trouverez des choses qui font semblant de l'être, mais qui au fond, on n'en est pas du tout. Alors, le président du parti CNR évoque un problème de planification. Mais on a toujours eu des CCRP1, CCRP2, Vision 2020, PNB. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle chanson, Vision 4060. Mais tout ça, vous trouverez qu'à la fin, quand vous faites une évaluation, vous trouverez que c'est vide. Donc, il y a ce problème donc, de manque de volonté où finalement, on veut montrer une certaine apparence de bien faire, mais qui au fond, on fait le contraire. Donc, c'est pour cette raison qu'il est même très difficile de parler de ces notions de responsabilité. Bon, je vous donne un exemple. Un ministre crie qu'il est menacé. Un très grand responsable lui renvoie qu'il faut qu'on va prier pour lui. Et les autres se demandent s'il faut une sécurité venue du ciel. C'est ce genre de responsabilité que nous avons ici. Kefa, tout n'est pas négatif. Nous allons donner la parole à Jean Bosco. Tout n'est pas négatif, Kefa. Nous allons donner la parole à Jean Bosco pour parler un peu de la participation. Nous allons avancer vers la participation. Et quand nous parlons de la participation, nous parlons de l'implication des acteurs concernés, tous les acteurs concernés dans tout ce qui se fait. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean Bosco? Oui. La participation, pour moi, pour l'instant, pour ce que je vois aujourd'hui, la participation, elle est bonne. Avoir le gouvernement actuel, la composition ou bien la volonté du gouvernement actuel, je trouve que la participation dans la gestion, elle est bonne. Et aussi, il faut savoir que son Excellence, Monsieur le Président de la République, je reviens souvent à lui parce que c'est lui le garant et c'est lui le premier gestionnaire du pays et de la chose publique. Après les élections... Parce qu'il peut vous signer aussi un décret. Après les élections, il a bien dit. Il a dit, voilà,
que le peuple burundais vient de voter pour un seul programme. Et qu'en choisissant les leaders et les personnalités, les personnes à occuper les postes, il ne va pas considérer un parti. Il va considérer la population, il va considérer tout le monde parce que on a élu un programme. Et c'est un programme qui s'appelle comment, qui repose sur quoi? Son Excellence il a dit que les Burundais viennent de voter un seul programme. Vous, si on vous pose la question, on vous pose la question, je vois que c'est le programme du parti au pouvoir. Qui s'appelle comment et qui repose sur quoi? Le programme du parti au pouvoir qu'il a amené dans les élections, c'est ce qu'il a dit. Et ça m'a rassuré aussi. Parce qu'il a dit, je vais choisir les dirigeants, ceux qui vont occuper les postes, ceux qui vont m'aider, ceux qui vont aller dans les institutions, vont provenir de partout, sans considération. Et voilà. Ici, je pense que les 13 ministres, y compris le Premier ministre, ils ne sont pas tous des partis au pouvoir. Et cela, pour moi, ça marche. Et voilà que dans la gestion actuelle, ce que nous voyons avec le Premier ministre et le ministre des Finances, nous voyons qu'il y a quand même un changement dans la gestion de la chose publique. Et je dis que la participation du gouvernement dans la bonne gestion, je dirais que pour moi, ça m'a rassuré. Oui, ça vous rassure, monsieur Jean Bosco. Vous parlez d'un programme. Qu'est-ce qui vous plaît dans tout ce programme dont vous parlez? C'est quel programme? Quel est ce programme? Ce que j'ai voulu attendre, monsieur Nestor. Nestor, Son Excellence, de... je soutiens ce qu'il a dit. Et je parle de ce qu'il a dit. Il a bien dit que les peuples burundais viennent de voter un seul programme. C'est le programme que le CNDD-FDD a mis devant. Et il a dit ceci. Pour le moment, ce n'est pas le parti, ce n'est pas les gens du parti qui vont aller dans les postes. Au niveau de la base, vous connaissez ce programme? Attendez, mon frère. Ce que je suis en train de dire, c'est ce que... C'est le soutien au président, oui, compris. Quand il dit ça. Alors, si le peuple burundais a voté pour lancer le programme, je pense qu'il a voulu dire que même c'est du CNR, c'est de la coalition, c'est l'implication de tous les acteurs pour ce programme. Alors, en donnant les postes de prise de décision, il va aussi considérer ceux qui ont voté ce programme. Et ce qui me rassure, moi, c'est les gens qu'il est en train de positionner, en commençant par le gouvernement, ce sont des personnalités qui me rassurent. Ça, c'est de mon point de vue. Ouais. Et le programme, allez voir le programme. D'accord, Jean Bosco. On va donner la parole à Nestor, président du parti CNL. On parle de l'implication des acteurs, de tous les acteurs concernés. Est-ce que vous vous sentez impliqué dans tout ce qui est fait? Est-ce que vous constatez que tous les citoyens sont impliqués dans tout ce qui se fait? Merci beaucoup de la question. Moi, j'allais poser à l'intervenant précédent d'abord, Jean Bosco. De nous briefer, de nous donner quelques éléments clés de ce programme. Est-ce que ce programme... Parce que laissez-moi continuer. Il n'a pas voulu le faire ou peut-être il n'est pas... Parce que pour moi, la participation, et même qui dit participation veut aussi dire l'inclusion. Pour moi, je prends ça comme un principe très important en matière de gouvernance. Et ce principe est très important parce que si on vous implique dans un processus, c'est-à-dire que vous allez donner le meilleur de vous-même. Vous allez vous impliquer, vous allez donner vos opinions, vous allez donner pour vous les lignes directrices que vous trouvez qui peuvent vous conduire à la réussite de ce que vous êtes en train de faire. Et si vous n'êtes pas impliqué, c'est le contraire. Moi, je vais me poser des questions sur certains aspects. Prenons le processus électoral. On prend un processus électoral où, au niveau haut, au niveau du directoire de la CENI, c'est monopartite. C'est juste un parti. Okay? Et vous allez
mais je dis la réalité. Je suis président du parti CNL. OK? Et vous allez dans les démembrements, vous trouvez qu'il y a une exclusion. Il n'y a pas vraiment une certaine... Et puis, à la fin, vous allez voir qu'il y a cette tendance-là, dans la mise en place des institutions, il y a tendance du monopartisme au XXIe siècle. Presque toutes les institutions, tous les organes, toutes les institutions, c'est exclusivement du parti au pouvoir, du parti qui a remporté les élections. OK? D'après la proclamation de la CENI. Alors, est-ce que vous allez me dire que cette tendance de monopartisme, c'est une tendance qui tend, permettez-moi la redondance, qui tend à confirmer cette participation, cette inclusion? Je ne trouve pas. De toute façon, je ne connais pas de membres dans notre parti politique au niveau du gouvernement, au niveau du gouvernement, je n'en connais pas. Je ne connais pas même au niveau des provinces, au niveau des gouverneurs. Je ne connais aucun membre du CNL ou du CODEBU ou d'autres partis. Je ne connais pas un administrateur qui est dans notre parti politique à part le CNDD-FDD. Peut-être aussi, même au niveau des autres instances décisionnelles, je n'ai pas de noms qui proviennent d'autres partis politiques. Je trouve que au lieu de la participation, au lieu de l'inclusion, c'est plutôt le contraire qui se fait. Nestor, vous êtes Alors, j'ai du mal à apprécier ce que Jean Bosco est en train de dire. Parce que nous sommes ici pour dire la réalité et pour nous rassurer que ce que nous disons, ça va contribuer à bâtir notre nation dans un esprit et dans le sens de la bonne gouvernance. Oui. Alors, Nestor, vous êtes quand même impliqué parce que vous occupez un poste très important. Vous êtes directeur général, vous occupez une direction générale. C'est pas moindre, n'est-ce pas? Bon, vous êtes quand même impliqué. Et il y a d'autres membres du parti CNL qui occupent certaines responsabilités, n'est-ce pas? Je pense que j'étais directeur général avant les élections. Je ne suis plus directeur général. Ça ne veut pas dire que je suis en train de réclamer la direction générale, non, parce que c'était un poste d'ailleurs technique. C'était un poste technique, ce n'était pas un poste, disons, politique, puisque c'était un directeur général pour le secteur de l'eau et de l'assainissement. Un secteur qui m'est particulièrement un secteur de ma carrière technique. Donc ça, ce n'est même pas politique d'abord. Et puis de deux, qui dit de poste politique, le parti CNL, c'est le deuxième parti important dans le pays depuis longtemps. Ce n'est pas un parti d'aujourd'hui, ok? Voir le parti CNL exclu de l'Assemblée, du Sénat, du gouvernement, de l'administration territoriale, les provinces et les communes. Mais parce que vous n'avez pas su mobiliser les voix. C'est quelle participation? C'est quelle inclusion? Vous n'avez pas pu. Je n'ai pas peur de le dire parce que c'est la réalité. Vous n'avez pas pu mobiliser les voix pour participer à l'Assemblée nationale. Mais les élections n'ont pas été transparentes. Nous l'avons dit, nous avons même écrit, nous avons même porté plainte, nous avons écrit des lettres officielles à tout le monde, à qui de droit. Nous l'avons dit que le processus était truffé de problèmes, des irrégularités. On va revenir vers vous. Nestor, on va revenir. Merci beaucoup. La participation, M. Kefa, la participation, c'est penser à l'implication de tous les acteurs concernés. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, pour être beaucoup plus consistant et logique, la participation se fait au niveau des institutions de prise de décision. C'est là où, en réalité, il y a une plus grande participation. Le reste, ce sont des simples contributions. Alors, nous sommes dans une démocratie représentative, où la population participe beaucoup à travers l'Assemblée nationale. La population participe aussi à travers les conseillers communaux. C'est là où il y a une véritable participation. Alors, au moment où nous sommes maintenant dans un déni total du droit à la population de se choisir les personnes qui vont la représenter dans cette logique de représentation, de prise de décision et de suivi de l'exécution de différentes politiques et programmes. Mais il y a eu des élections? Pour moi, pour le parti CODEBU, il y a eu un semblant d'élection et pas d'élection. Ça, c'est le parti CODEBU. C'est une position que nous assumons. Alors,
au moment où le peuple n'a plus ce droit de se choisir les gens, les représentants qui vont adopter les programmes, qui vont effectuer le suivi de ces programmes, à ce niveau-là, la participation est quasi nulle. Parce que nous avons déjà qui représentent non la population, mais qui représentent un parti politique. Parce qu'un parti politique fait une liste, à la fin des élections, il trouve cette liste, il dit c'est vous qui vous représentez le peuple au niveau du Parlement, c'est vous qui vous représentez le peuple au niveau des conseils communaux. Parce que c'est les résultats des élections. Non, il n'y a pas eu d'élection, monsieur le journaliste. Moi, j'étais là comme mandaté, je sais ce que j'ai vu. Non, vous nous avez appelé pour donner nos points de vue. Autant que vous donnez nos points de vue. Ça, c'était au niveau de la participation au point de vue réglementaire. Revenons, par exemple, pour des cas concrets. Est-ce que, par exemple, dans la mise en place des lois et des règlements, est-ce que les bénéficiaires sont-ils suffisamment consultés? Nous avons donné l'exemple qui est très récent concernant le processus électoral. J'y reviens. Avec le code électoral, nous avons exprimé nos inquiétudes d'exclusion totale. Quand on a fait le découpage actuel administratif, ni la société civile, ni les partis politiques, ni vous les médias, on n'a pas été consultés pour donner nos avis et considérations. Il n'y a pas de participation. Je me posais la question, lorsqu'on met en place les lois liberticides pour les journalistes, est-ce que vous êtes consultés pour donner vos avis et considérations? Est-ce que si même vous les donnez, sont-ils considérés? Je crois non. Alors, il y a quand même ce que je pourrais dire de positif. Quand même. Quand on a mis en place cette vision 2040, 2060, il y a eu une large consultation. On a impliqué les experts, on a appelé la société civile, on a appelé le secteur privé pour donner des contributions. Là, c'était quand même relativement bon. Mais est-ce qu'il y aurait-il un mécanisme efficace de suivi constitué de tous ces groupes-là? Et c'est même si ce mécanisme est mis en place, quel est le poids qu'il a pour effectivement agir pour que les recommandations qui ont été mises soient mises en application? Donc, il y a un problème. D'abord, ça, c'est vraiment pour moi, en tant que président d'un parti politique, c'est crucial. Quand nous sommes dans la démocratie et que le peuple n'a plus le droit de se choisir librement ses représentants, tout est faussé d'avance. Il y a eu des élections. De très mauvaises élections. Et puis, oui, c'est moi vraiment. Ça m'engage et j'assume. Et quand il est dans la mise en place des lois, des programmes, quand effectivement la population n'est pas très bien consultée, ça devrait un programme. Je vous donne un exemple. Au début de cette législature qui vient de s'achever, on nous dit finalement que l'activité pastorale phare, c'est l'élevage des lapins. Est-ce qu'on a consulté qui pour vraiment dire que tout le peuple burundais devrait élever les lapins? Personne. Et le projet a échoué. Aujourd'hui, on nous dit il faut attendre la manne de vise, on va avoir du carubira à cause de la culture des avocats. Il y a les minéraux et la culture des avocats. Est-ce que tous ces choix-là sont opérés par qui va les mettre en application? Et là, je ne dirais pas notre problème de manque de cohérence entre les différentes institutions. Peut-être on va y arriver. Mais je vais vous dire que, en tout cas, le niveau de participation est très bas pour toutes ces raisons-là que j'ai évoquées. D'accord. On donne la parole à Abba. Jean Bosco, la participation. D'abord, vous êtes impliqué quand même, vous êtes impliqué dans tout ce qui se fait. Les leaders politiques ici présents ne disaient pas, ou bien quand il est né qu'il n'y a pas d'élection, alors qu'ils ont suivi tout le processus avant, pendant et après les élections. Et dans toutes les réunions organisées par les
le président de la République, la CENI, ils ont participé. Mais ils continuent à nier. Et en plus, quand mes frères disent, quand son Excellence, Monsieur le Président de la République, garant du pays, dit que le peuple a élu un seul programme et que tu ne connais même pas. Je connais le programme, monsieur Nestor. Moi, je lis. Est-ce que tu veux que je parle du programme dans plus de 3-4 pages? Je n'ai pas élaboré le programme. Moi-même, j'ai été... j'ai allé voter. Tu ne sais pas ce que j'ai voté. Peut-être que j'ai voté le Sénat et que nous avons été très peu. Ça m'étonnait. Ah non. Pourquoi ça vous étonnerait? Moi, j'étais emprisonné pour le Frodebo, tu sais. Oui, je sais. Alors, quand j'entre pour voter, c'est ma conscience qui entre là-bas. Alors, je me laisse savoir comment alors on va vous impliquer dans les organes de prise de décision, alors que vous ne voulez pas même reconnaître qu'il y a eu des élections. C'est là où il y a le problème. En deuxième lieu, moi j'ai dit que les élections ont eu lieu, mais qu'il y a eu des irrégularités. Et nous avons dénoncé ça publiquement. Les élections ont eu lieu, mais avec des irrégularités majeures et profondes. Là, ça, on est ensemble. Là, je suis d'accord. Mais il faut aussi savoir une chose. Nous avons la Cour suprême. Et cette Cour suprême, il n'a pas été en hauteur de... C'est la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle. Cette Cour n'a pas tranché ou bien n'a pas lu la vérité. Ça, c'est les dommages pour notre pays. Je pense que, les plaintes que vous avez amenées à la Cour ont été... Vous avez eu des réponses. Oui, on a eu des réponses. Oui. On a eu des réponses. Nous avons, oui. Alors, on a eu des réponses. Pour le moment, ce que j'aimerais conseiller à des gens, c'est pas les deux, c'est vrai qu'on est ensemble. Il faut qu'on retourne un peu en arrière. Quand le président dit qu'il ne va pas chercher des gens dans le seul parti parce que le programme qui est là concerne tout le monde, il faut que d'abord, d'ailleurs, vous voyez le gouvernement, j'ai dit, est-ce que ceux qui composent le gouvernement sont tous des partis au pouvoir? Ça m'étonnerait. En très peu de mots, oui. Bosco, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quand on parle de la CENI aussi, est-ce que le président de la CENI est membre du CNDD-FDD? Je ne pense pas. Alors, il est de quel parti? Il n'est plus d'un parti, il était du Frodebo qui faisait très bien. Il n'a pas changé de parti. Alors, il était du Frodebo. Alors, il faut brièvement, qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer vers la gouvernance que nous souhaitons? Je suis ravi d'entendre Kefa parler qu'il a été consulté pour la vision 2040-2060. Et je suis d'accord avec lui, même avec son Excellence le Président de la République. C'est la seule vision qui va réussir. D'accord. Okay. Oui. Contrairement à d'autres visions antérieures. Parce que c'est lui qui a donné l'idée de cette vision. Il en fait le suivi. Lui, vous voulez dire qui? Le Président de la République. Il en fait le suivi. D'autres visions... C'était, on parlait des années, on ne voyait pas de suivi. Mais maintenant, nous voyons que le président lui-même fait le suivi. Vous le voyez revenir en 2027? C'est son souhait. Pour moi, non. Pour moi, je pense que le président Évariste Ndayishimiye, il est dans son premier mandat. S'il revient en 2027, est-ce qu'il y a une faute là-bas? La loi sera respectée. Il a encore 7 ans. On peut dire le contraire. Et si le CNDD-FDD décide d'amener un autre candidat, ça ne m'engage pas. Mais pour le moment, je pense qu'il est là. Pourquoi vous voulez qu'il y ait des changements perpétuels? Et si on change l'homme, on change la vision. D'accord.
Et c'est Ce que je le danger. demande pour moi, Va plus c'est loin. d'associer tout le monde. En associant tout le monde, ça veut Monsieur dire le quoi? Président Abba, C'est tu vas plus que, loin avec cette c'est que thématique-là. le Je président de pense la aussi. République ou bien ceux qui sont dans la prise de décision associent la gestion du pays à tout le monde. Même les partis que nous sommes ensemble, d'autres partis qui ont participé dans les élections, qui acceptent qu'il y ait une élection, soient associés dans la gestion du pays. Alors, merci beaucoup. Nous avançons vers la fin de l'émission Tribune Bonécha. Malheureusement, on ne pourra pas épuiser tout ce qui avait été préparé ici. Et on pourra y revenir plus tard. Un dernier mot, peut-être, à Nestor. Nestor, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer la gouvernance? Je vous remercie. En fait, la gouvernance en soi, il faut que ce soit une gouvernance responsable. La gouvernance elle-même doit être responsable. C'est-à-dire que une bonne gouvernance, c'est une gouvernance qui tient compte de tous ces paramètres que vous avez évoqués depuis le début. C'est-à-dire quoi? Il faut qu'il y ait une administration de qualité, effective, une administration efficace, n'est-ce pas? Il faut que les dirigeants soient redevables. Il faut qu'il y ait un état de droit. Il faut qu'il y ait un leadership qui est basé sur le développement des compétences et le placement des compétences, le placement des capacités. Il faut que nous soyons en mesure de planifier efficacement pour nous assurer que ce que nous faisons, ce que nous comptons faire va être suivi et va arriver aux résultats escomptés. Il faut que nous soyons en mesure de construire une société basée sur, disons, une transparence électorale, c'est-à-dire quoi? Des institutions qui proviennent ou des organes qui proviennent des élections libres, transparentes et crédibles. Des élections qui confèrent à chacun ce dont il espérait. Ont beaucoup, Nestor. Merci beaucoup, Kefa. Un dernier mot. Bon, pour qu'il y ait une bonne gouvernance avec tous ces aspects-là qui ont été évoqués, nous, au niveau du parti CODEO, nous pensons qu'il faut un changement structurel, d'abord du pouvoir, parce que c'est là où tout repose. Il faut que la population puisse avoir son mot tel que le dit la Constitution et d'autres lois et règlements, à travers des élections libres et transparentes. C'est à partir de ce moment-là où tous les dirigeants élus ou désignés se sentiraient qu'ils sont responsables de rendre compte auprès de la population qui les a mis en place et non pas auprès des partis politiques qui les a désignés. C'est à partir de là où on va avoir cette transparence qu'on a évoquée, cette responsabilité qu'on a évoquée, cette participation qui aurait déjà commencé par cette mise en place de ces institutions. À travers de là, il faudra une certaine, comme le président du parti Sénel l'a dit, choisir déjà, non pas par clientélisme, mais par compétence. Ou pas, mais qu'il soit compétent pour accomplir les missions qui peuvent lui être assignées. Mais aussi, il faudrait qu'il y ait des sanctions très visibles pour des gens qui ont manifesté un certain comportement d'irresponsabilité dans la gestion des affaires publiques. J'ai toujours écouté le président du parti, le président de l'association Abba qui dit au sein du gouvernement, il n'y a pas uniquement les membres. Que pouvoir faire partie du gouvernement, pour moi, c'est pas grand chose, parce que là on exécute un programme. Ce n'est pas rien non plus. Ce qui est très important, c'est plutôt la discussion du programme entre les partis politiques. Et cela se fait à travers la composition de l'Assemblée nationale. Sinon, si vous êtes ministre ici de là-bas ou du Sénat, vous allez travailler sur la ligne des injonctions du parti au pouvoir. Ça ne change rien. D'accord. Merci, Kefa. Malheureusement, le temps est parti à l'émission Tribune Bonécha touche à sa fin. Et c'est très vaste, je l'ai dit, la gouvernance, c'est vraiment vaste. Je dis merci beaucoup à Nestor
Pasteur Girukushaka, président du parti CNR, merci beaucoup d'avoir participé dans l'émission Tribune Bonesha. Je vous remercie pour cette invitation. Même la fois prochaine, je serai enchanté de participer en Côte d'Ivoire. Parce que le thème est très important. Karibou Chane. Kefani Bizi, vous êtes président du parti Kodebo. Merci beaucoup d'avoir participé dans l'émission Tribune Bonesha. Bon, c'est plutôt moi qui vous remercie pour m'avoir invité. Je remercie aussi mes collègues avec qui on était ensemble sur le plateau. Je remercie aussi tous ceux qui vont nous écouter. Voilà, la gouvernance, c'est vaste, je l'ai dit, mais ça se résume en très peu de mots. Dans la transparence, la responsabilité, la participation, l'efficacité, l'état de droit. Voilà, on parle de gouvernance, de bonne gouvernance pour désigner la gouvernance qui respecte les principes démocratiques et éthiques. Merci beaucoup Jean Bosco, de représentant légal de ABBA, d'avoir participé dans l'émission Tribune Bonesha. Merci beaucoup, mais j'aimerais dire une chose. Et les compétences se trouvent partout. Il faut que dans la gestion de l'État, bien dans la gestion d'un pays, dans notre chère patrie, il faut donner les responsabilités à tous les citoyens. Et vous lancez le message à qui? Aux gérants du pays. Ici, je sais, les gérants, et c'est son Excellence le président de la République. Il faut qu'il considère aussi d'autres citoyens, comme il l'a dit. D'autres compétences partout où elles se trouvent. Merci beaucoup Jean Bosco et merci beaucoup à vous tous qui avez suivi l'émission Tribune Bonesha. Léon Massengo, c'était un plaisir d'être avec vous. Réalisation Christine Kamikazi, Jean-Baptiste Atungimana assure la mise en onde. Merci de nous écouter. Gardez l'écoute de nos programmes.